Chaque année, une nouvelle version de JavaScript est publiée. Bien que personne ne t'en parle, il y a parfois des pépites cachées dans ces versions. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc tu vois derrière, il y a ECMA International. Donc c'est un organisme européen qui régit le langage JavaScript. Donc l'Europe, ils sont toujours là pour nous pondre des lois. Ils sont intéressés aussi à JavaScript. Et voilà, c'est une petite blague. Tout est présenté dans ce rapport. Tu vois que là, on a l'édition donc 2025. Bien sûr, tu connais ma diligence. Ce rapport, je l'ai lu. Bon, je te rassure, il y a certains passages sur lesquels je suis allé un peu plus vite que d'autres. Par exemple, là, sur les générateurs asynchrones créés à partir de Clojure. Je te cache pas que le mur derrière moi a failli en prendre un coup. Et te résume la philosophie donc du langage. Pourquoi ce rapport a été créé. Et te fait un résumé donc des dernières versions. 2019, 2020. Et je me rends compte que je parle super vite, mais t'inquiète pas, il est 6h54. C'est pour ça que je suis aussi en forme. Tu vois que la première fonctionnalité, donc elle existe depuis 2023, c'est findLast et findLastIndex. Donc ces deux méthodes, on va prendre l'exemple. Donc on a une liste, dedans je mets 6 nombres. Tu vois, je vais prendre des exemples super simples. On a une méthode, donc qui s'appelle find, qui permet de trouver un élément à partir d'une condition. Par exemple, la condition c'est, je veux trouver, donc ça veut dire, prends un nombre pair. Le premier nombre pair que tu trouves dans la liste, c'est celui que tu prends. Ouais, tout simplement. Donc là, tu vois, c'est le 2, forcément. C'est super facile. Et ensuite, donc, findIndex, là, c'est la même chose, sauf qu'il te donne non pas l'élément en lui-même, tu vois, donc le nombre, en l'occurrence, mais son indice. Donc sa position dans la liste. Donc comme on commence à 0, ça correspond à l'indice 1, tout simplement. Donc tu vois, il te met 2 et 1. Mais dans certains cas, tu vas pas vouloir le premier élément, donc la première occurrence, tu vois, mais la dernière. Là, qui nous mettent non pas le premier nombre pair, mais le dernier présent dans la liste. Donc là, c'est ce qui est sorti du coup. Tu as la méthode findLast. Donc au lieu de te renvoyer le premier qui trouve, il te renvoie le dernier. C'est-à-dire que là, c'est pareil. On lui demande toujours les nombres pairs, sauf que là, tu nous donnes le dernier nombre pair. En l'occurrence, tu l'as donné, c'est 6. Et son indice, c'est 5. Tu vois, il y a la variante aussi avec l'indice. Tu vois, je vais lancer le programme ici. Comme c'est des fonctionnalités très récentes, c'est parfois pas très bien supporté. Là, j'exécute avec Node.js. Mais en l'occurrence, ça fonctionne très bien. Il nous renvoie bien 6 et 5. Tu vois, c'est parfait pour celui-là. Je te le dis, ces méthodes-là, il n'y a personne qui les maîtrise. Tu seras un des premiers à les avoir vues. Ça fait plaisir, c'est sur ma chaîne que ça se passe. Ensuite, en deuxième, tu vois qu'il y a un problème qu'on a souvent eu. En fait, c'est que dans une liste, lorsque tu utilises des méthodes, tu vois, pour trier, par exemple, pour trier les éléments de la liste, là, imaginons qu'on a 3, 1, 4, ben, ça va donner 1, 3, 4. Eh bien, ce qui se passe, le problème avec ces méthodes-là, c'est qu'elles modifient la liste de départ. Tu vois, là, si j'ai la liste RR, enfin, pour array, c'est juste le nom de la variable, eh bien, à la fin, ça a modifié cette variable même. Et là, ce qui se passe, en fait, au lieu d'avoir sort, on a tout sorted. Et la différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça ne modifie pas la liste de départ. Ça t'en crée une nouvelle. En fait, c'est comme si ça s'en crée une nouvelle. Ça, qui est vraiment très important ici. Tu vois, je te montre l'exemple. Au départ, on a 3, 1, 4. Donc, c'est la liste de départ. 3, 1, 4. Si j'utilise toSorted, tu l'as compris, sort en anglais, ça veut dire trier. Donc, ça me trie la liste. On a 1, 3, 4. ToReversed, donc ça, c'est juste pour inverser l'ordre des éléments. Tu vois, donc là, on est censé avoir, eh bien, à ton avis, est-ce qu'on devrait avoir 4, 3, 1 ou 4, 1, 3. Et bien en fait on a 4, 1, 3. Tu vois que le ToReversed il se base sur la liste de départ. On avait 3, 1, 4 au début, donc il me donne 4, 1, 3. C'est l'inverse. Il m'a pas donné 4, 3, 1, tu vois. Donc ça prouve bien que le toSorted n'a pas altéré la liste de base. C'est ça qui est très important ici. ToSpliced, ça c'est pour te renvoyer la méthode mais en enlevant une partie. Donc par exemple, à partir de l'indice 1, j'enlève un élément. Donc il ne nous reste plus que le 3 et le 4 dans la liste. Et ensuite le with, ça c'est très pratique, c'est pour remplacer en fait un élément. Donc là tu vois, je dis que le 1, je le remplace par un 7. Tu vois, donc ça donne 3, 7, 4 au lieu de 3, 1, 4. Tout ça c'est des nouvelles méthodes, tu vois, donc tu les apprends en direct. Tu vois, donc après avoir exécuté toutes ces méthodes, quand je regarde la liste de base, c'est toujours la même. On a toujours 3, 1, 4. Tu vois, toutes ces méthodes, elles n'ont pas modifié notre ARR. J'aurais peut-être dû prendre un autre nom de variable, mais enfin bref, peu importe. Tandis que si j'utilise la méthode basique, tu vois, avec sort, au lieu de toSorted, là, ça me modifie directement la liste de départ. Tu vois que le A2R, il a été modifié. Tu vois, c'est plus 3, 1, 4. Tout ça, c'est des méthodes qui existaient déjà, sauf que ça ne modifie pas la liste de départ. Et ça, c'est très pratique. Sinon, tu es obligé de dupliquer la liste, tu vois, et ensuite d'appliquer ces méthodes sur la liste. Bref, c'était pas pratique. Là, au moins, tu gagnes beaucoup de temps. Ensuite, tu vois, on a des méthodes de 2024. Donc, c'est déjà plus récent. On a des méthodes de 7. Et là, le 7, les gars, je sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas donc ces structures de données. C'est vrai que on les voit pas souvent. Si tu ne les connaissais pas, c'est pas grave, ça va être l'occasion de la découvrir. Donc par exemple le 7, le principe c'est quoi? C'est un peu comme une liste, sauf que tu peux avoir chaque élément une seule fois. Tu vois, tu peux pas avoir par exemple 1, 1, 2, 3, ça va automatiquement te mettre le 1 une seule fois. Tu peux pas avoir d'éléments doubles, tout simplement. Donc là, tu vois, je crée un 7 et je le dis à partir de la liste, tu vois, 1, 2, 3, tu me crées un 7. Donc on a un 7 qui contient 3 éléments, 1, 2 et 3. Très simple. Ensuite, on a un deuxième set qui contient, lui, les éléments 3, 4 et 5. Magnifique. Et là, tu vois, je vais trouver l'intersection. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est les éléments qui se trouvent dans les deux listes à la fois. Enfin, les deux sets, excuse-moi. Même moi, tu vois, je confonds. Donc, pour ça, tu vois, on est obligé d'utiliser tout un montage un peu complexe avec un point filter, etc. Et en gros, le principe, c'est que il va y avoir des méthodes dédiées
tu vois, pour simplifier ces opérations. Et ça va être très pratique. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui est commun aux deux sets? C'est juste le nombre 3. Tu vois qu'il y est dans les deux, tout simplement. Ça, c'est l'intersection. La différence, c'est l'inverse. Tels éléments de la liste A ne sont pas présents dans la liste B. Tu vois, c'est juste le 1 et le 2, parce que le 3, il est déjà dans la liste B. Tu vois, c'est super simple. Et ensuite, union, là, on fait juste la fusion des deux, si tu veux. On crée un seul set qui contient les deux. C'est juste ça. Donc, en gros, on est censé avoir 1, 2, 3, 3, 4, 5. Et non, souviens-toi de ce que je t'ai dit. J'ai dit que dans le set, il peut y avoir chaque élément une seule fois. Donc, automatiquement, le 3, il va le garder qu'une seule fois. Tu vois, c'est le principe du set. Si tu ne te souviens pas de ces opérations d'intersection et différence, souviens-toi au moins du set. Parce que ça, c'est un vrai type de données en JavaScript. Set, c'est une structure qui permet d'avoir chaque élément une seule fois. Dans le quatrième, on a hashbang syntaxe. Donc là, en gros, ça te permet de mettre ce petit bout de code juste au début, tu vois, de ton script. Donc ça, je suis censé le mettre, par exemple, ici, tu vois, au tout début. Et en gros, j'aurais juste à exécuter mon fichier sans lui dire que c'est avec Node. Et le programme va automatiquement déduire qu'il est censé l'exécuter avec Node.js. Maintenant, on passe à 2025. Donc, tu vois que là, ça, c'est commenté parce que c'est pas tout à fait supporté. Donc, le VS Code m'indique des erreurs. Mais ça, c'est pour bientôt. Tu vois, tu connaîtras les fonctionnalités en avant-première. Donc, on a le pipeline operator. Donc, ça te permet en fait d'appeler plusieurs fonctions à la suite. Tu vois, là, j'ai une fonction qui me permet d'obtenir le double d'un nombre, donc de le multiplier par 2, simplement. Et là, ça me permet d'ajouter 1. Donc, par exemple, si je prends 5, j'appelle directement double. Et c'est comme si je passais de 5 en paramètres, parce que ça, tu vois que c'est une fonction fléchée, hein, tu l'as reconnu. Il n'y a pas les parenthèses parce qu'on n'a qu'un seul paramètre, mais c'est pareil, hein, ça c'est une fonction fléchée. Tu vois, donc double, c'est une fonction, increment, c'est une fonction. Sur le 5, tu vois, je le mets en paramètre de double, donc 5 fois 2, 10. Le résultat qu'on a obtenu, donc ce 10, je le mets en paramètre ensuite de increment. Tu vois, je fais tout à la suite. Et donc, ça me donne 10 plus 1, 11. Magnifique. Tu vois que ces fonctionnalités, tu les as en avant-première pour l'instant. Ensuite, on a record et tuple. Donc ça, tu vois, c'est des structures de données qui n'existent pas encore en JavaScript. Tu vois qu'on a vu le set, par exemple, mais tuple, etc., ça n'existe pas encore. Et en gros, tu vois que ça ressemble beaucoup à des objets et à des listes. Sauf que le principe, c'est que c'est immuable. C'est-à-dire que ça ne peut pas changer, tout simplement. Ça reste fixe. Tu ne peux pas le modifier. Et tu vois que c'est pas encore tout à fait supporté. Ensuite, on va voir des anciennes fonctionnalités qui, elles, sont entièrement supportées, tu vois. Et là, la première très intéressante, c'est de mettre une propriété privée sur un objet. Je détermine une classe, donc c'est la programmation orientée objet. Tu crées des classes. Chaque classe a des attributs, donc ce sont des variables, et des méthodes, qui sont des fonctions. Tu vois, donc là, par exemple, je crée un attribut name. Chaque personne, tu vois, créée à partir de cette classe, aura un nom. En gros, c'est ça que ça veut dire, aura un name. Tu vois, ici, je crée une variable, personne, et là-dedans, je mets en fait un objet à partir de la classe personne. Donc je passe au constructeur, tu vois, je passe le nom Alice. Voilà, me demande pas pourquoi. Ils sont toujours mignonnes les Alice. Je lui passe ce nom-là et donc ça vaut sa variable name, tu vois, enfin son attribut. Donc en gros, si j'appelle person.name, ça me renvoie Alice. Sauf que ça, c'est si c'est public. Si c'est privé, et c'est ce qu'on peut faire maintenant, tu vois, en rajoutant hashtag, eh bien, je ne peux plus y accéder directement. Tu vois, si je mets person.name, ça me met undefined. Tu vois, je suis obligé de créer un getter, ce qu'on appelle un getter. Donc, c'est une méthode qui va renvoyer cet attribut. Donc, ça permet quoi? Ça permet d'ajouter une sécurité. Tu vois, tu dois forcément passer par ce getter, tu vois. Là, si je mets person getName, eh bien là, il me renvoie bien le nom. Mais si je vais directement dans person.name, il ne me renvoie pas. Tout simplement, j'y ai pas accès. Donc, ça permet de ne pas pouvoir le modifier par erreur, par exemple. Dans ton programme, tu seras forcément obligé de passer par cette méthode-là. Donc, c'est ça, les getters, les setters. Ça permet d'accéder à des attributs privés, soit pour les lire, tu vois, pour les afficher, soit pour les modifier. Ça, c'est avec le setter. Parce que quand tu fais de l'orienté objet, tu es obligé d'avoir ce genre de sécurité. Autrement, c'est même pas la peine, tu vois. Donc, heureusement que ces fonctionnalités existent maintenant. Là, tu vois qu'on a un truc assez marrant où tu peux déterminer la cause des erreurs. Donc, en gros, là, tu vois, je déclenche une erreur et je peux y intégrer un objet. Dans cet objet, je mets un attribut cause et là, je peux mettre à nouveau une erreur, tu vois, avec un message plus précis. Là, tu vois, ça me met le truc complet, en fait. Erreur principale, suivi de la cause. Tu vois, ça me met tout. Ou alors, je peux directement mettre la cause, tu vois, et là, c'est plus simple. Bref, en gros, tu peux rajouter des précisions sur tes messages d'erreur. Ça aide pour le débugage, en gros. Et là, celle-là est assez drôle. Tu vois que, regarde, on a un objet, donc un objet qui symbolise une personne. Donc là, tu vois, c'est plus objet au sens des classes, hein. Là, c'est objet au sens du dictionnaire, quoi, avec les accolades. Le but, c'est de vérifier si une clé existe sur cet objet. C'est très pratique. C'est vraiment une opération élémentaire. Je veux voir si, par exemple, l'objet personne a bien une clé qui s'appelle nom, tu vois, a bien un nom. Avant, tu vois, il fallait utiliser donc person.hasOwnProperty. Donc en gros, j'appelle l'objet et ensuite j'utilise la méthode hasOwnProperty, comme si c'était une méthode de cet objet. Et en paramètre, je passe justement la clé dont je veux savoir, tu vois, si elle existe ou pas. Donc là, je teste avec nourriture. Est-ce que personne a une clé qui s'appelle nourriture? Eh bien, c'est le cas, tu vois, sur l'objet personne. J'ai bien une clé nourriture, donc ça me renvoie vrai. Et désormais, le truc génial, c'est que tu peux simplement appeler object, donc comme si tu appelais la classe object. À partir de cette classe, tu appelles la méthode hasOwn, tu vois, qui est un petit peu plus courte, et tu lui passes deux paramètres, l'objet en question et le nom de la clé. Tu vois, voilà. Et donc c'est un petit peu ça la nouveauté, tu vois.
Quoi, c'est encore plus compliqué qu'avant? Bah oui, c'est vrai, mais comme quoi parfois il y a pas complètement, il y a pas que du bon, tu vois, dans ces standards. Ça tombe bien parce que l'ancienne méthode est toujours accessible, tu vois, on peut toujours l'utiliser, donc ça fait plaisir. Tu remarqueras aussi, ça fait précisément la même taille, tu vois, au pixel près. Est-ce qu'il y a une de ces méthodes que tu connaissais, sérieusement, tu vois? C'est que des trucs très récents que je t'ai montré là, et on n'en parle vraiment jamais. Alors qu'il y a des choses très intéressantes, tu vois. Là, je t'ai montré qu'une infime partie, hein. Là, il y en a même encore qui sont pas encore sortis, tu vois. Ça, c'est des propositions, en gros. Tu proposes une fonctionnalité que tu aimerais voir, et ensuite, tu as le code GitHub, tu vois. Tu peux voir directement, donc tu as vraiment tout en avant-première. N'hésite pas à t'abonner, on se retrouve dans la prochaine vidéo.